Parce que sinon, je ne suis pas sûr du fait qu'à la fin de la soirée, je ne me serais pas pris une baigne. Les conversations que s'est procuré Mediapart entre Jean-Marc Morandini et de nombreux mineurs, victimes dans cette affaire mais pas seulement, révèlent en tout cas un véritable système. Elles montrent l'obsession pour les adolescents d'un homme puissant et reconnu. Par ailleurs, je vous rassure, à 64 ans, tout comme à 60 ans, où nous sommes encore dans une bonne forme physique. Du parti des petits bourgeois qui n'ont jamais travaillé, qui veulent prétendre qu'on peut travailler jusqu'au bout. Jamais. S'il vous plaît. Jamais. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo actu autour de la bagarre à l'Assemblée nationale. Parce que oui, il y a bien eu une bagarre au premier sens du terme. Et quand vous saurez les raisons de cette baston, vous allez, je pense, perdre le peu de crédibilité que vous pouviez encore accorder aux hommes et femmes politiques. Allez, on commence tout de suite avec Karim Zeribi qui décrit certains enjeux autour du vote du budget. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa conclusion. Et on est à une situation qui est quand même, j'allais dire, assez inédite, parce que si le gouvernement tombe, et même en utilisant le 49.3 et qu'une censure est là, le président de la République a deux solutions. Soit il démissionne, soit il renomme un Premier ministre. La démission, il ne faut pas l'imaginer, en tout cas moi de mon point de vue. Je l'imagine pas. Jamais Emmanuel Macron ne démissionnera avant la fin de son mandat, qu'il sera obligé de reproposer un gouvernement. Mais quel gouvernement ? C'est ça, oui, il n'y a pas de majorité dans le pays. Et tant qu'on n'a pas atteint ce seuil des 8 mois et qui lui permettent de repartir sur une élection législative et qui peut-être redéfinira la carte de l'Assemblée nationale, on est dans une situation inextricable. Alors je ne sais pas si je pense ou si j'espère que la censure du gouvernement entraînera selon moi de facto la démission du président. C'est ce qui est annoncé depuis quelques semaines déjà, et ce serait exceptionnel dans le premier sens du terme. Mais Macron est tellement machiavélique que ça ne me surprendrait même pas. Allez, on va maintenant à l'Assemblée avec Hugo Bernalicis, député LFI, qui a mis un peu le feu aux poudres concernant l'abrogation de la réforme retraite. Mais quand même, je voudrais vous dire, coordonnez-vous entre vous, parce que là, j'ai un amendement qui dit, sans remettre en cause les avancées permises par la réforme de 2023, et l'autre qui dit, en remettant indirectement les avancées permises par la réforme de 2023, déposées par le même groupe. Donc il faut savoir, c'est quoi votre position? Ça remet en cause, ça remet pas en cause, etc. Bon. Et petit détail quand même, petit détail, vous demandez des scrutins publics sur tous vos amendements d'obstruction. Faites attention, parce que ce sera public sur le site de l'Assemblée nationale. Il y aura des listes avec vos noms, qui a voté pour, qui a voté contre. Moi, je serai vous, j'y réfléchirai à deux fois. Alors pour moi, c'est tout à fait normal. Des élus qui sont choisis par le peuple doivent rendre des comptes publiquement sur les choix qu'ils font au nom des Français. Et ça montre bien qu'ils ont conscience que leurs décisions ne sont pas en accord avec l'intérêt général. Sinon, pourquoi ils réagiraient comme ça ? Écoutez Cyril Hanouna, qui dans son émission n'arrête pas de dire que chacun doit assumer ses actes quand il s'agit principalement des quartiers populaires, mais là ce ne serait pas valable. Ah, ça aussi. Et ils ont même lancé une campagne dans les circonscriptions des élus qui refusent de revenir sur la réforme de la retraite, avec le mail, etc., avec la photo. Votre député, et ils mettent le nom du député, a volé 2 ans de votre vie. Et ils les affichent comme ça dans les circonscriptions, en faisant des listes, quoi, avec le nom, le mail. Mais arrêtez, ils mettent des coups de pression à tout le monde. Ils se font pris pour des caïds. Hugo Bernalicis s'est pris pour un caïd. Non, mais coup de pression. Ah, non, c'est un coup de pression. Non, mais l'intimidation avec les noms et tout. L'intimidation. De fait, c'est vrai, il y aura les noms des gens qui votent contre la... C'est quoi cette intimidation? Je comprends pas. Pour moi, c'est pas de l'intimidation. Méfiez-vous, il y aura vos noms. Méfiez-vous, c'est de l'intimidation. Il faut arrêter, c'est à l'Assemblée, le discours n'est pas policé. Non, arrêtez. C'est de la menace. Il y a une intention, il y a une intention. C'est une menace très claire. Bien sûr, c'est une menace. On a l'habitude avec eux, mais on ne s'y fera jamais. C'est une injonction. En quoi afficher ton vote, qui est, je le rappelle, fait au nom de tes électeurs, et qui est public, serait une menace. Et remarquez bien qu'autour de la table, il n'y a que des petits bourgeois, donc les votes des députés arrangent en général leurs intérêts de classe et nuisent à ceux des prolos, et ils le savent très bien. Donc le principe d'assumer ses actes ne vaut que pour les quartiers populaires visiblement, parce que je n'ai jamais entendu Hanouna parler des déboires judiciaires de Morandini le pédo, qui a été jugé en appel il y a quelques jours. Monsieur Morandini, pourquoi avoir incité des jeunes de 16 ans à se masturber? Au début, il demande si je suis gêné par tout ce qui est nudité, si je regarde mes coéquipiers nus sous la douche, comment je prends ma douche. Petit à petit, ça devient un peu plus insistant. Quel genre de questions plus insistantes? Comment je suis épilé, ma pilosité. Il a commencé à demander des photos. Les conversations que s'est procuré Mediapart entre Jean-Marc Morandini et de nombreux mineurs, victimes dans cette affaire mais pas seulement, révèlent en tout cas un véritable système. Elles montrent l'obsession pour les adolescents d'un homme puissant et reconnu. Nous révélons qu'en août 2017, il échangeait des dizaines de messages à caractère pornographique avec Arnaud C,
alors modérateur pour le site morandini.com. Donc tu as un minet? Il a quel âge? 18. Il s'appelle comment ton loulou? Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Valentin. 2 ans. Bref, revenant à l'Assemblée, cette menace entre guillemets a littéralement fait trembler les macronistes, dont Aurore Berger. Ce débat sur la question de la réforme des retraites mérite mieux que des menaces, des attaques personnelles, des menaces de liste. Et moi, je n'ai aucun problème à figurer sur la liste des gens responsables qui ont voté la réforme des retraites et qui ont eu le courage de l'assumer et qui ont eu les arguments pour la voter. Merci, Madame Berger. Dans un pays normal, cette femme qui s'est parjurée concernant ses liens avec le lobby des crèches privées devrait être en prison. Vous pouvez retrouver une vidéo à ce sujet sur ma chaîne, c'est terrifiant. Mais aujourd'hui, elle demande à ce que leur trahison envers le peuple reste cachée. Elle refuse d'assumer ses choix, c'est dingue. Mais pas plus dingue que les discours des boomers bourgeois méprisants sur l'âge de départ à la retraite qui ont suivi. Par ailleurs, je vous rassure, à 64 ans, tout comme à 60 ans, nous sommes encore dans une bonne forme physique et on ne va pas directement ni à l'EHPAD, ni au cercueil. Il suffit... Oh, s'il vous plaît, mes chers collègues. Regardez dans vos communes. Regardez dans vos communes le dynamisme des clubs du 3e âge et qui est-ce qui remplit les agences de voyage. C'est facile de dire ça après une vie où j'imagine tu as été épargné par la pénibilité des boulots comme femme de ménage, caissière, manutentionnaire, éboueur ou maçon. Une vie pendant laquelle tu as bénéficié du meilleur suivi médical, d'une nourriture de qualité et du temps pour prendre soin de toi. Dire qu'à 64 ans, on est en pleine forme, c'est uriner sur les prolos qui, à 50 ans, ont déjà le dos en compote, du diabète, de l'hypertension, voire pire. Écouter encore sa collègue venir nous parler de Netflix, de je ne sais quoi, ça n'a absolument aucun sens. Il s'agit bien, encore et toujours, de parler de ce fameux âge de retraite. Donc je voudrais répondre à la discussion générale de Madame Panot ce matin qui, bien souvent, nous accuse de voler 2 ans de vie à nos concitoyens. 2 ans de vie durant lesquels on pourrait, elle l'a précisé, regarder le ciel étoilé ou encore s'occuper de nos petits-enfants. Pour cela, Madame Panot et tout le groupe, il faudrait avoir des moyens. Quand on aura un paquet de cigarettes à 100 €, vous aurez tout juste droit à 15 € pour payer le Netflix pour vous occuper de vos petits-enfants. Alors, je voudrais aussi préciser qu'à 60 ans, on est encore très en forme. Je peux aussi vous dire qu'à 62, on l'est aussi. S'il vous plaît. Je peux même vous préciser qu'à 64, ça marche encore très bien. Et je peux même témoigner qu'à 65, on a encore cette vie-là. On ne s'entend plus. Et ce niveau de culot a créé quelque chose d'incroyable, d'impossible. Un trou noir, une faille cosmique. On a LFI, le Rassemblement National, qui se retrouvent d'accord sur ce sujet. Et sûrement pas pour les mêmes raisons. Écoutez d'abord Raphaël Arnaud, député LFI. Rares sont les Rachel Keke qui ont siégé sur ces bancs de l'Assemblée. Et j'ai une question à vous poser très simple. Qui a déjà travaillé ici au SMIC? Pas comme Jordan Bardella, 2 semaines en stage dans l'entreprise de son papa, mais réellement, durant des années, au SMIC. Qui a travaillé réellement dans cet hémicycle? Des gens qui n'ont jamais travaillé nous expliquent ce qu'est le travail. Des gens âgés nous expliquent ce que pensent les jeunes. Plus rien n'a de sens ici dans ce débat. Alors oui, on l'a compris, à travers ces obstructions, vous tentez de sauver un président de la République en fin de parcours. Mais allez-y, continuez. Mieux que nos meetings, banderoles ou slogans, vous êtes la meilleure démonstration de la lutte des classes, ici même dans cet hémicycle. Il met quand même un petit tacle à Bardella au passage. Et puis de l'autre côté, on a Jean-Philippe Tanguy, du Rassemblement National, dans un style bien différent. Pour parler après cette morgue de classe qui vient d'apparaître, hein, il faut pas gratter longtemps, hein. Faut pas gratter longtemps pour voir la morgue de classe du parti des petits bourgeois qui n'ont jamais travaillé, qui veulent prétendre qu'on peut travailler jusqu'au bout. Jamais. S'il vous plaît. Jamais. Monsieur jamais, Tanguy. puisque vous êtes. Tanguy, s'il vous plaît. On n'en peut plus. Monsieur Tanguy, vous n'avez plus la parole. Monsieur Tanguy. Bah oui, c'est quand je présente mes excuses à notre collègue. Effectivement, je comprends mieux pourquoi elle a tenu son propos, parce qu'effectivement, d'après Monsieur Hetzel, qui était le député qu'elle remplace, effectivement, c'est une jeune retraitée de 62 ans de la Banque de France, un des régimes les plus favorables de la République, et donc je comprends que c'est une honte. Monsieur Tanguy. Et là, l'Assemblée nationale se transforme en octogone.
Il manquait juste le speaker de l'UFC. Un député macroniste pète les plans et va en venir aux mains avec Antoine Léaumont de la France Insoumise. Ensuite, il sera bien évidemment viré de l'hémicycle et on a Antoine Léaumont qui prend la parole pour dire cette phrase qui m'a beaucoup fait rire, je cite « Je ne pense pas qu'à la fin de la soirée, je ne me serais pas pris une baigne ». Merci, Monsieur le Président. Ce qui s'est passé tout à l'heure dans l'Assemblée nationale est extrêmement choquant. L'un de vos collègues, en effet, a menacé d'abord notre collègue socialiste. Puis, alors que je lui demandais de quitter l'hémicycle, est venu me menacer. Et heureusement, Monsieur Fesneau, effectivement, que vous étiez là pour retenir le collègue de votre groupe, mais aussi, et je les remercie, que les huissiers sont intervenus pour le faire reculer. Parce que sinon, je ne suis pas sûr du fait qu'à la fin de la soirée, je ne me serais pas pris une baigne. Plutôt que d'essayer de ramener le calme, vous venez de nous dire que votre collègue était choqué du fait qu'il avait reçu des mails compte tenu de sa position de blocage sur le blocage qu'il est en train de faire ce soir, à cause des propos que vous tenez sans arrêt, en nous traitant d'antisémites, ce qui est faux, en nous traitant d'islamo-gauchistes, ce qui est faux, en nous traitant de complices du terrorisme, ce qui est faux. Nous recevons des menaces de mort, des menaces de mort sur nos familles. Voilà ce qui se passe à cause de vous. Bon, en bref, il leur dit « Arrêtez d'y aller, vous nous insultez d'antisémites depuis des mois et ça a des conséquences sur notre vie privée. Et aujourd'hui qu'on veut mettre sur la place publique vos choix qui sont à l'encontre des intérêts des Français les plus modestes, ben vous perdez votre calme. » Ce qui est intéressant, c'est que dans le narratif des médias, ce serait la France Insoumise qui serait un peu le parti des racailles, qui menace et bordélise l'Assemblée. Mais aujourd'hui, ils vont dire quoi, vu que c'est un député LFI qui a failli se faire agresser physiquement? Ben ils vont inviter l'agresseur pour presque retourner la situation. Ce qui s'est passé hier soir, pourquoi vous êtes énervé à ce point? Depuis 2 jours, en fait, il y a une liste de députés qui ont déposé des amendements et cette liste a été largement diffusée par les réseaux de la France Insoumise, y compris envoyée à mes proches. Et donc, le reste, où M. Léaumont, je n'ai eu aucune volonté de lui asséner une baigne comme il le dit. Il m'a d'abord insulté et donc je suis allé vers lui de façon effectivement dynamique, on va dire ça, pour m'exprimer avec lui. Voilà. À minima dynamique quand même, parce que quand on voit les images, on voit bien qu'il faut que Marc Fesneau vous retienne. Vous dites Antoine Léaumont m'a insulté. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, mais il m'a dit c'est inacceptable ce que tu viens de faire en haut. Je ne sais plus quel propos il a tenu, il faudrait dans le flot de l'action, mais de façon très véhémente, il m'a interpellé. Donc moi j'ai répondu. Voilà. Ça dit surtout que la France Insoumise a des méthodes qui sont inacceptables. Ce ne sont pas des méthodes démocratiques. On ne fait pas des listes, on ne les envoie pas aux proches de ceux qui essayent de s'engager en politique. Je comprends que je n'ai pas les mêmes positions politiques, ça je l'assume, je comprends qu'il y ait des positions différentes. On ne fait pas des listes et on n'envoie pas aux proches. Ce serait donc la faute de LFI si lui et ses collègues n'assument pas leurs actions et que lui a failli taper quelqu'un. C'est magistral. Parce qu'au final, ils volent vraiment 2 ans de la vie des gens qui ont cotisé toute leur vie. Et on en a parlé déjà sur la chaîne, quand ils parlent depuis quelques semaines de taux de natalité, de réarmement démographique, comme quoi il faudrait faire plus d'enfants, je vous le dis, c'est pour avoir plus d'esclaves, tout simplement. Quand tu détruis l'hôpital et l'école tout en incitant les gens à faire des enfants, c'est que tu veux une génération totalement sous-instruite, je sais pas si ça se dit, mais prédestinée quelque part à faire les métiers les plus pénibles. Et s'ils sont en mauvaise santé, pas besoin de les soigner. Non, ils sont remplaçables. Généralement, c'est l'indice d'une perte de vitalité générale. Les gens, je schématise bien sûr, les gens ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus faire l'amour, ils ne veulent plus faire d'enfants. Tous les indicateurs sont en baisse. Écoutez, c'est une perte de vitalité. Ils veulent plus faire l'amour. Oui, regardez. Ah oui, non, ils veulent plus. Il y a des études très sérieuses. Très sérieuses chez les jeunes. Donc, en fait, c'est une perte de vitalité totale. Nous sommes un pays en perte de vitalité, avec des habitants en perte de vitalité dans tous les domaines. Pas bosser, vous voulez pas baiser et vous voulez pas avoir d'enfants. Venant d'un mec qui a épousé son élève mineur et dans le métier de lécher les pieds de Zemmour tout en commentant des sujets qu'il ne connaît pas, bon, je pense que tout est dit. Mais c'est surtout que les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et quand je parle des gens, c'est bien évidemment les prolos, les plus modestes, les gens qui sont le plus impactés par la politique d'austérité, à tel point qu'ils sont obligés d'utiliser des stratagèmes pour garder la tête hors de l'eau financièrement. Ou parfois même une simple feuille morte. Il s'est dit vas-y viens je mets une feuille, comme ça s'il y a un radar tank qui passe, jamais il me met l'amende. En ville, certains usagers redoublent d'ingéniosité pour échapper aux contraventions.
Quand je fais ça, je ne reçois pas les amendes et tout. Non. Je comprends que des gens soient tentés de le faire, oui. Juste pour éviter de dépenser des sommes colossales en amende, juste pour se garer. Masquer sa plaque d'immatriculation pour échapper au contrôle automatique, un phénomène qui prend de l'ampleur. Et si cette pratique est interdite, les fraudeurs s'exposent à peu de risques, selon cet avocat. Le texte prévoit la verbalisation du véhicule en circulation. Et pourquoi ? Parce qu'en circulation, on sait qui conduit le véhicule. Donc on a un nom, un prénom, une adresse. Lorsque le véhicule est en stationnement, vous ne savez pas qui a stationné le véhicule. À Paris, cette fraude concerne surtout les scooters. Leur stationnement est payant. Certaines associations écologistes demandent à la mairie de renforcer les contrôles. Ça peut être les forces de l'ordre qui verbalisent et qui immobilisent les véhicules contrevenants. Contacté, la mairie de Paris affirme sanctionner les fraudeurs d'une amende de 135 € et dit constater une dizaine de cas par jour. On en est là dans le pays, des gens mettent des feuilles mortes sur leurs plaques pour éviter que les contrôles automatiques ne leur mettent une amende exorbitante pour pas grand chose. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo et mettre un pouce. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.